J'ai pas tout dit la semaine dernière. Et en fait, on touche du doigt ici une notion extrêmement importante qui s'appelle la construction du concept de soi, puisqu'on avait expliqué bien que chez les élèves de Rabbi Akiva, donc c'est 12 000 couples, qui se traduit par 24 000 élèves. Alors en fait, le problème c'est le couple. Le souci, c'est la Gemara précise qu'il s'agit de couple, c'est que ce qui va être important pour nous, c'est comprendre le principe des couples. Et si on croit... Il y a un problème encore ou ça ? Oula. Et si on croit que ça ne concerne que les élèves de Rabbi Akiva, j'ai découvert cette année, en lisant la suite de la Gemara, d'Af Samer Bet, dans Yevamot, que juste après ça, l'histoire de Rabbi Akiva, comme si c'était, ça avait ni queue ni tête, la Gemara enchaîne en disant à Sharouy Belo Isha, Sharouy Belo Choma, Sharouy Belo Simcha. Une personne qui résiderait sans épouse serait une personne qui n'aurait pas de joie dans la vie, serait une personne qui n'aurait pas de choma, de barrière. Donc il y a tout comme ça un pan entier de l'importance de se marier, qui jouxte ce passage, qui me justifie encore plus ce principe qu'en fait, dont parle la Gemara, c'est pas que les binômes de Talmidei Chachamim, mais ce qui compte essentiellement, c'est la relation à l'autre, tous les couples qui peuvent se faire, les couples d'amis, les couples au niveau marital et tout ça. Alors on avait cité sur Rabbeinu Yonah, qui est un Rabbeinu Yonah fondamental, qui est, pardon, donc je vais le relire parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. La clé essentielle dans la vie est de connaître sa valeur propre et ses qualités et celles de ses pairs. Amen. Leur grandeur et leur importance, à quel point elles sont choyées aux yeux d'Hachem. Et s'il ne connaît pas sa valeur et celle de ses pairs, il pourrait très facilement se laisser emporter dans des chemins tortueux. On avait vu 2 points ici. Dans la vie, il faut être conscient de sa valeur propre. Ouais. Et la valeur de sa généalogie, qui évidemment transpire dans mes veines. J'ai un ADN pas que physique, mais j'ai aussi un ADN de traits de caractère. Et on retrouve comme ça, il y a du transgénérationnel permanent. Il faut que je sois conscient de ça. Ouais. On appelle ça en français noblesse oblige. Ça, c'était donc le premier point. Et ce sont des qualités qui sont choyées aux yeux d'Hachem parce que c'est lui qui les a implantées dans l'humanité. À Réhouven, il a donné ça, à Shimon, il a donné ça, et donc voilà, il faut le savoir. Mais si je ne suis pas au courant de ça, si j'ai pas une conscience déjà, avant d'avoir un concept positif, j'ai déjà une conscience de tout ce que renferme mon essence, ce que je suis, c'est-à-dire l'agencement de ma neshama avec mon corps, si je ne suis pas conscient de tous les outils que j'ai qui m'ont été donnés par Hachem, alors et non plus la connaissance des valeurs de mes parents, alors il pourrait très facilement se laisser remporter dans des chemins tortueux. Je pourrais plus facilement dans la vie faire des bêtises. Parce que tant que j'ai une image haute de moi-même, je ne peux pas me voir dans des scénarios avec en mode racaille, c'est pas possible. Mais si au contraire j'ai un concept de moi très bas, alors je serai pour eux à n'importe quelle micro-société, celle qui m'accepte. Et donc, de là, aller fréquenter des voyous, il n'y a qu'un pas. Donc, première des choses, parce que qu'est-ce qui fait que je ne vais pas fréquenter des voyous? Parce que c'est pas moi. Ouais, c'est pas moi. Mais si moi je suis rien, enfin je ne sais pas ce que je suis indéterminé, ouais, eh bien, du coup, je laisse la place à la porosité. Ça, c'est le Rabbeinu Yonah. À partir de là, on va s'inspirer un petit peu de ce que Rav Yaakovson nous enseigne. Donc, Rav Yaakovson est celui qu'on pourrait appeler le ponte en termes d'éducation. C'est un grand Abicham. En fait, il y en a deux grands spécialistes de l'éducation dans le monde orthodoxe. Il y a Rav Yaakovson et Rav Yaakovson. Ouais. Alors, c'est pas un bégaiement. C'est qu'il y en a un qui est aux États-Unis, l'autre est aux States. Littéralement, l'autre s'appelle Rav Jacobson. Ok, Rav Yaakovson et Rav Jacobson. Tout se passe comme si c'est un nom qui est propice pour devenir un grand maître en termes éducatifs. Je ne sais pas si c'est pour ça, en tout cas. Alors les deux sont fantastiques. Moi j'ai découvert donc, le Jacobson américain, c'est un Chabad extraordinaire. Ouais, ça veut dire qu'il est vraiment impressionnant. Il a vraiment compris c'est quoi l'être humain. Il conseille beaucoup. Et Rav Yaakovson, il est plutôt dans le monde américain, monde israélien si vous voulez. Et il a été mandé par tous les grands maîtres de la génération pour s'occuper du chino de l'éducation des gens. Bon.
Et lui, il raconte qu'en fait, un jour, alors, il a une yeshiva, entre parenthèses, pour les personnes qui sont, entre guillemets, les ratés du système. Donc les personnes, ouais, qui ont, je crois qu'il a, tu m'as demandé quoi ton truc? Pas de taille. Comment? Pas de taille. Pas de taille poulet. Pas de taille poulet, non, là, il est là. C'est bon. C'est quoi? Ah oui, il faut J'en ai demandé deux. Attends, ouais. Tu te mets... Mais bon, pour l'instant, ça suffit. Là, Ici, ouais. Ah, une place basse, ça faut. Et les couverts, ils sont où les couverts? Il y en a un. Donc, Rabotaï, ce Rav donc a une yeshiva qui est réservée pour les personnes qui sont en train de sortir du système, qui en peuvent plus, qui en ont marre, et donc lui il essaie de rattraper. Sinon c'est très compliqué, hein, parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de faire tchouva à quelqu'un qui vient de nulle part, qui foutait rien, qui fumait Yom Kippour et tout ça. C'est plus simple qu'une personne qui est née, qui est tombée dans la marmite, et qui est écœurée de la marmite, et qui donc qui lâche la marmite, et Rav Kazan explique qu'il le lâche en général de façon brutale et ultra rapide. C'est pas un système de petite assimilation à goutte à goutte. Ouais. Les personnes qui du jour au lendemain, ils troquent le chapeau et la veste pour aller se faire tatouer sur les plages de Tel Aviv avec des piercings à droite. Non, mais je ne veux pas, hein, c'est pas... Ouais. Donc au moins en France, quand il y a des gens qui lâchent, il n'y a pas d'un coup. Comment? Tel Aviv est très religieux. Ouais, bon, c'est grâce à toi, mais avant que tu sois à Tel Aviv, Jessica, ouais, c'était moins religieux. Et donc, non, j'ai parlé des plages de Tel Aviv, pas Sheraton. Mais J'ai parlé des- même C'est de mieux en mieux. mais même les plages de Tel Aviv, ils étaient tous au venir la plage des Bourgognes, ils étaient Magnifique. tous à la Chine. Magnifique, ouais. Si tu n'étais pas dans l'immobilier, tu serais crédible. Voilà, il y a des confirmations. Trêve de plaisanterie, Rabotaï. Donc lui, il s'occupe de ces personnes, il s'occupe de façon incroyable parce que finalement le principe est le suivant. Quand on est tombé dans la marmite et la marmite t'écœure, et il y a beaucoup de gens qui peuvent être écœurés, alors en fait la seule solution c'est de tout lâcher. Ouais, de tout lâcher, il lâche de façon extrêmement brutale. Ouais. Alors lui donc il s'en occupe, il va essayer de les reconnecter. Maintenant, dans cette yeshiva, un jour il y a un de ses élèves qui lui dit voilà Rav, parce qu'il se passe en ce moment, je fais des rêves prémonitoires. C'est-à-dire, je rêve régulièrement que je me casse la figure et ça n'y coupe pas. 2 jours après, un jour après, boum, je glisse dans les escaliers, je me fais une entorse du truc, je me rattrape mal, je me fais mal, je me fais le poignet, bref, bon, ok. Rav il réfléchit, il dit c'est bizarre, tu crois pas en fait que tu vis un traumatisme, donc tu tombes quelque part, et puis tu crois que cet événement, tu l'as déjà vu en rêve. Des fois, on vit des événements et tu dis, j'ai vu ça quelque part. Donc tu regardes toutes les séries que tu as fait sur Netflix, non, c'est pas ça, alors c'est quoi? Mais j'ai dû le rêver, ouais, bon. Alors il dit, non, pas du tout, je vous garantis. Alors il dit, si vous voulez même, la prochaine fois que je rêve, je vous préviens. Ok, pas de souci. Le mec il rêve, il dit, bon, voilà, bref, je tenais à vous dire que je vous avertis, j'ai rêvé que je me cassais la figure dans les escaliers. 2 jours après, le gamin il débarque avec une canne, il s'est fait l'entorse. Alors là, j'ai vraiment embêté parce que bon là, c'est pas du réchauffé quoi, c'est du vrai. Il réfléchit, il travaille dans la dessert beaucoup, et il a une idée. Il convoque l'enfant, il lui dit regarde, moi j'ai une idée. Et mon idée, je vais la marquer sur un papier, ouais, avec une enveloppe scellée, et c'est toi qui gardes l'enveloppe. Ok, ou bien on la met dans le coffre de la yeshiva. Ouais, et je te donne le code, donc moi j'ai... Toi qui mets le... Ah non, ça marche pas ça. Elle est scellée, voilà, elle est scellée, et on la met... Bon, peu importe, je te donne l'enveloppe, c'est toi qui l'as dans les mains, tu l'ouvres pas, juste pour te dire ce que je pense, est-ce que ça va s'avérer vrai? Bon, il dit ok. Enfin, il a l'enveloppe scellée, qu'est-ce que fait le Rav le soir même? Il s'approche de la chambre où dort l'enfant, puisque c'était un internat, pendant la nuit, vers 2-3 heures du matin, et il lui souffle à l'oreille, t'inquiète pas, tout se passera bien. Ouais. N'aie pas peur, ouais. tu vas pas tomber, n'aie pas peur, tu vas pas tomber, n'aie pas peur, tu vas pas tomber. Ouais, tout se passera bien, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bon. Et
Donc l'enfant n'entend rien, enfin, il est que dans ses rêves. Et puis, le lendemain, ouais, l'enfant vient voir, l'élève vient voir le Rav. Je tenais à vous dire. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un maillon, excusez-moi, dans le moment où il approche l'enfant pendant qu'il dort. Alors, à force de susurrer ça, l'enfant se réveille, enfin en mode réveil à 3h du matin, quoi. Il voit le Rav, il se passe. Et le Rav l'attrape et lui dit n'est-ce pas que tu étais en train de rêver que tu tombais, mais t'inquiète pas, tout se passera bien. Et boum, il tombe dans son sommeil, quoi. Bon, il a juste distillé, n'est-ce pas que. Et il dit oui, parce que bah, tu dis oui à tout quand tu te réveilles comme ça à 3h du matin. Ouais, t'as pas le temps de. Il retombe comme ça dans son sommeil. Le lendemain, il débarque et il dit Rav, je tenais à vous dire, j'ai l'impression que j'ai rêvé hier soir aussi que je tombais. Ah, très intéressant. Et Béhémet, encore une fois, le jour d'après, il débarque encore une fois avec le poignet complètement. Il s'est bien entendu du poignet, après la jambe, il a le poignet du bas au crachet, moi. Bon pied, bon oeil. Bref. Et là, le Rav, il dit ok, maintenant je te propose d'ouvrir la lettre. Donc il arrive, il amène la lettre, il ouvre, il décachette. Et qu'est-ce qui était marqué dans la lettre? Le Rav avait marqué je vais te faire croire que tu as rêvé que tu tombais. Et quand tu auras cette image dans la tête, tu ne pourras pas t'empêcher de tomber. Traduction. Nous fonctionnons tous avec des scénarios de nous-mêmes. Et lorsque le scénario est ancré dans ma tête, j'obéis au scénario de façon extrêmement docile. Par exemple, comme ça explique Rav Wolbe aussi, que le mécanisme de la colère fonctionne aussi avec un système de scénario. C'est-à-dire, quand des gens sont très colériques, par exemple, c'est qu'ils ont beaucoup de scénarios de eux-mêmes emmagasinés à l'intérieur de eux. Prenez une personne qui est très à cheval sur les horaires et qui rencontre toujours des gens qui ne sont pas comme lui. Et ça le vénère, mais comme il faut. Donc un jour, il a placé un rendez-vous, et bon, la personne évidemment n'est pas à l'heure précise, et il se dit, bon, très simple, s'il a 5 minutes de retard, alors je vais lui faire une remarque. S'il a 10 minutes, je lui fais une remarque en fronçant les sourcils. Ouais, on se fait ça dans cette tête, ouais. Et si c'est 20 minutes, alors là, je vais faire comme ça avec les deux bras, mais enfin, tu te fous de moi. Et si c'est une demi-heure, je vais hurler. C'est une honte, c'est un manque de respect, ouais. Maintenant, une fois qu'il a mis ce barème dans sa tête, il ne peut pas y échapper. Donc si la personne arrive en disant, écoute, une demi-heure de retard, ouais, on vient de rouler, écoute, calme-toi 2 secondes, regarde, je t'explique, j'étais à la BNP, il y a eu une attaque à main armée. Alors il dit, mais, ok, mais envoie-moi un SMS. Mais attends, t'as pas compris, les bonhommes sont venus avec des kalachnikovs, je vais pas prendre mon portable. Ouais, alors, pourquoi t'es allé à la banque? Parce que je vais à la banque. Ouais, comprenez ou pas? Ça veut dire, il est tellement dans une fidélité à son scénario qu'il n'arrive pas à avoir la souplesse, de dire, il y a pu avoir quelque chose. C'est pas forcé, ce que tu croyais que c'est toujours une personne qui ne respecte pas l'autre, il y a peut-être quelque chose qui se joue autre. Voilà, ça c'est donc le scénario. Maintenant, il dit comme ça que alors, qu'est-ce qui s'est passé chez l'enfant? C'est une personne qui a dû plusieurs fois peut-être tomber, donc ça, c'est vraiment maladroit. Et comme il tombe souvent, donc il a des angoisses dans la nuit, de peur de tomber. Maintenant, quand il rêve ça, ce scénario qui est possible, il peut rêver ça, il est tellement angoissé du rêve qu'il ne peut se libérer de cette angoisse qu'à partir du moment où il tombera. Parce qu'une fois qu'il a tombé, c'est bon. J'ai acquitté mes impôts du rêve, ouais, et donc je suis tranquille. Maintenant, ce mécanisme mental, il fonctionne dans plein de domaines. Je vous ai marqué ici très rapidement les accidents de la route. Vous savez que depuis les années 60, il y a eu énormément de progrès qui a été fait au niveau des accidents mortels de la route grâce à la vigilance des pouvoirs publics. Donc ils ont commencé, moi à mon époque, j'ai connu l'époque où la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire à l'arrière. Et à l'avant, je crois que en autoroute. Ouais. Puis peut-être ils ont mis les ceintures derrière. Ouais, ceintures derrière. Puis après les permis à points, et les flashs, et les trucs, ouais. Et comment elle s'appelle là comment dire, l'imitation du périph' à 50, ouais. Hidalgo, ouais. L'Aïhma. Bref, donc, c'est quoi l'idée? En fait, c'est souvent, mais ça marche. Ouais, les courbes de décès, c'est bien que ça fonctionne. Ouais. Maintenant, pour faire ça, ils ont fait des statistiques pour savoir quelles étaient
les personnes les plus dangereuses au volant. Alors on va... Excellent. Excellent. Bon, je répéterai pas pour une fois, on n'a rien entendu, exactement. Ouais, alors j'enlève le dioxyde, comment ça s'appelle? Le monoxyde, comment ça s'appelle? Le Protoxyde d'azote. J'enlève le protoxyde d'azote qui est assez récent, j'enlève les fumeurs de shit, les gens sous l'effet de l'alcool, bon ça c'est une évidence. Ouais. Un alcoolique n'est pas censé prendre le... Mais je parle dans une population normale, de gens qui ont 10 ans de permis. Ouais. Des gens donc, qui ont 10 ans de permis, donc voilà, a priori c'est rodé, pas la première année, 10 ans de permis. Ouais. Et qui sont pas encore morts, Baruch Hashem. Donc Baruch Hashem, super, ouais. Maintenant, comment tu définis les personnes dangereuses au volant? Voilà, pas mal. Les colériques, c'est pas mal. En fait, c'est presque ça. Au niveau statistique, les gens les plus dangereux au volant sont les pessimistes. Ouais. Les mchens. Donc, ils se lèvent le matin et qui se disent quelle est la catastrophe qui va se passer aujourd'hui. Alors, ces personnes-là, ouais, quand ils sont au volant, ils sont toujours en train d'imaginer un scénario catastrophe du style une mère suffisamment folle pour laisser son enfant avoir une balle sur le trottoir. Mais imagine, la balle elle tombe, il va la chercher, et moi je suis là à 50 km/h, même à 30 km/h. Et donc il est comme ça sur le volant. Et tu peux pas être sans arrêt. Ouais. Comment on fonctionne pas au début, hein, mais quand tu as un petit peu d'expérience dans le volant, on fonctionne en mode croisière, tranquille, mode de croisière. C'est-à-dire qu'on est là, on connaît parfaitement le chemin où on va. Donc en fait, on regarde pas beaucoup, hein. Mais on a cette vigilance que si d'un coup il y a un truc, boum, on sait. Donc, mais on peut pas être sans arrêt dans la tension, mais tu sais, il y a des gens qui brûlent le feu, ouais. Et si tu vis comme ça, mais tu peux plus. Et le stop, et le si, et le truc, et je sais pas, un enfant qui a mal fermé la porte, il va peut-être tomber, et je vais être devant, ouais. Mais si tu fais ces scénarios, t'es foutu. Donc comme t'es foutu, tu peux pas être encombré par ça, à la limite, tu vas créer un petit coup, bah, tu vas pas chercher à te tuer, hein, mais tu fais un accrochage, tu te libères. Vous comprenez pas? Donc ce sont les personnes qui sont les plus dangereuses au volant parce que ils cherchent accrochage. Ouais, sans faire exprès, c'est inconscient, c'est une force. Ouais. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études ici, on a tous eu peur dans la vie du blanc le jour de l'examen. Le blanc c'est un truc de fou quoi, ouais. C'est que tu dis, tu connais, je parle pas du blanc de la personne qui a rien foutu toute l'année, lui c'est normal qu'il ait un blanc, c'est pas un blanc, c'est un pot de ripolin, ouais, c'est un pot de ripolin, ouais. Mais celui qui a foutu et qui a appris, qui connaît, qui a eu des notes et tout, bon, il arrive devant l'examen, ouais, d'un coup, je me rappelle plus de rien. Mais en fait, c'est une peur qu'on a quand il y a beaucoup de choses à amasser. Tu dis, et imagine que d'un coup, ça s'envole. Ouais, un blocage comme ça. Mais même moi, j'en ai fait un au bac de physique, je me rappelle, en section scientifique. Pourtant, on était. Alors, c'est l'exo de chimie, je me rappelle, c'est la première épreuve, la physique-chimie. Ouais. Et d'Afka, en chimie, en plus, on était des ténors. On avait tous, enfin, dans la classe, une classe assez forte, on avait fait des olympiades de chimie. C'est un peu l'équivalent du concours général, du concours général de maths et tout ça, ouais. Donc, c'est vraiment et il tombe un exo, mais ultra classique, sur les pH, pK, plus log de B sur A, ouais. C'est un truc que je pouvais faire les yeux fermés, en écrivant avec les pieds tellement. On avait fait 1000, ouais. Et je sais pas pourquoi, je bloque. Exo à 6 points. J'ai bloqué 20 minutes, je me dis bon c'est trop, je suis allé faire le reste. J'ai pris mes 14 points et après bah celui-là, mais c'est impossible que... Et en fait, j'ai compris que c'était un problème de la peur du blanc. Alors que c'est l'exo le plus simple qui pouvait exister. Et j'ai perdu bêtement, donc voilà, j'aurais pu avoir 20 et j'ai pas eu ça. Bon, bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'image que tu as de toi te paralyse tellement que tu es obligé de lui obéir. Comme le colérique, eh bien, la personne qui a un concept de lui négatif, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est aussi un exemple intéressant. Ouais, pareil, pour l'apprentissage du vélo. Ouais, l'apprentissage du vélo, c'est un stade, après que l'enfant s'est marché, tapé dans une balle, arrive le moment où on lui met le vélo. Bon, après, donc, le vélo, on lui met à 4 roues, donc tout va bien. Arrive un moment où il faut lui apprendre à faire à 2 roues. Ouais. Et là, commencent les différences, les divergences entre papa et maman. Ouais, en général, ouais. Donc, le papa va pousser à fond pour... et la maman, elle va reculer. Non, mais c'est dangereux, truc et tout. Elle a toujours des scénarios un peu catastrophes. Ouais. Et donc, si c'est le papa qui apprend, normalement, ça fonctionne bien. Si c'est une maman, qui plus est tunisienne, qui lui apprend, ouais, alors là, je peux vous garantir que là, elle va commencer à dire, mais tu sais, fais gaffe. Tu peux te casser une jambe, tu peux te casser les dents, tu peux... Ouais, il y a plein de choses, c'est BMS, elle n'a pas tout tort. Mais elle distille des images de lui en train de se péter la figure, ouais. Et tu peux, mais attention, mais où tu vas? Parce que là, tu sais quoi, il y a
il y a une pierre au milieu, il faut vraiment l'éviter et tout. Mais toi, tu lui dis ça, il ne sait pas pourquoi, mais il sera attiré par la pierre. Quoi. Et tant qu'il ne sera pas, si vous voulez, affranchi de ces images distillées par sa maman sans faire exprès, évidemment, parce qu'on fait ça pour eux, eh bien en fait, l'enfant sera attiré par les problèmes. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, alors regardez, on va essayer de voir jusqu'à où va le concept de soi. Rav Kosen a reçu, donc c'est une histoire assez dure, Rav Kosen a reçu un jour dans son institut un enfant qui a, en fait, il s'est passé en fait un drame en Israël, donc il y a un enfant, une vraie histoire, hein, que tu préserves, un enfant a assisté sous ses yeux au moment où son papa a tué sa maman. Un féminicide, ça s'appelle, ouais, féminicide. Bon. Non mais le truc c'est qu'il y en a malheureusement plein, mais là c'est devant l'enfant. Enfant de 8 ans. Bon. À partir de ce moment, l'enfant s'est mis à ne plus parler. Mutisme total. Il savait parler mais il ne parlait plus. Pris évidemment, enlevé de la garde du papa qui restait. Ils le mettent dans les mains du psychologue. Bon, et un jour, c'est psychologue appelle Rav Kosen en lui disant Rav Kosen, regardez, là je dois partir aux States pour 15 jours, pour un mois, pardon, et j'ai besoin que cet enfant soit mis dans un institut. Est-ce que vous pourriez l'accepter chez vous? Alors, il avait déjà 10 ans à cette époque, ou je sais pas, même 12 ans, parce qu'il avait déjà 12 ans. Et il lui dit, mais ok, mais il est comment? Écoutez, c'est un enfant qui est super, qui comprend tout ce qui se passe, juste il a un défaut, c'est qu'il parle pas. Mais vous pouvez le mettre tranquillement dans une classe, il fera pas de problème, vraiment l'enfant docile, détente. Si tu me dis ça, moi j'accepte, pas de souci. Comment? Non mais il pourrait s'énerver, tu vois, il pourrait, je sais pas, chahuter. Même sans parler, tu prends une chaise et tu chahutes. Non, vraiment docile. Bon. Le Rav le rentre au collège, et il observe qu'en fait l'enfant, effectivement, comme elle a dit, il est docile, il écoute bien, il prend les notes, il apprend comme il faut, magnifique, et il parle pas. Maintenant, ce qu'il a remarqué Rav Kosen, parce qu'il utilise comme tous les professeurs les vitres en tant que miroir pour voir quand je suis au tableau, le dit le professeur, voir ce qui se passe. Ben oui, c'est ça la technique, ouais. Vous avez pas vu que toutes les écoles ont des vitres comme ça, ouais. Bref, donc il se rend compte qu'à chaque fois, donc l'enfant pendant toute la séance, il est comme ça, ouais, vautré sur sa chaise. Dès que le Rav tourne la tête et il se met devant lui le tableau pour écrire quelque chose, l'enfant lève la tête et suit. Et dès que le Rav se retourne, hop, c'est comme s'il n'était pas là. Il observe ça. Il comprend donc que l'enfant ne veut pas montrer qu'il communique. Il ne veut pas rentrer dans cette... Un élève, quand il assiste, il y a des regards, il y a toute une chimie qui se met en place. Il refuse cette chimie, il refuse cette communication. Et donc il comprend qu'en fait l'enfant est parfaitement apte, mais son choc traumatique a généré chez lui une décision de ne plus parler. Et bien il m'a dit qu'il ne parle pas. Alors qu'est-ce que va faire le Rav de façon progressive? Il va commencer d'abord par provoquer. Alors comment il parlait en fait? Comment il s'arrangeait? Il parlait avec les mains. Comme un Italien mais avec moins de charme. Ouais. Bien. C'est-à-dire désigné comme ça, sans parler. La clé pour la machine à laver. Bon. Et là qu'est-ce que fait le Rav? Il réunit tout son staff, il dit regardez, on va faire une expérience avec lui qui est complexe. On va commencer par maintenant, à chaque fois qu'il s'exprime pour évoquer quelque chose, vous dites il s'appelle Chaim. Chaim a demandé la clé de la machine à laver, la clé des machines à laver. Chaim a demandé quand est-ce que Yamincha. Chaim a demandé quand est-ce que. Donc à chaque fois qu'il fait on lui greffe comme s'il avait parlé, il n'a pas parlé. Donc il demande ça à tout le staff. Chaim a demandé, comme si il n'a pas demandé. Donc première des choses, il lui greffe une image à son murmure, enfin son expression. Deuxième étape, ça va jusqu'à 3 étapes. Deuxième étape, tous les mardis dans cette yeshiva, il y a un dessert au chocolat qui est distribué au repas de midi. Pas des trucs atroces comme les kiwis, les mandarines, les trucs atroces. Ouais. Un vrai truc bien avec plein de calories, plein de colorants. En Israël, ils sont très forts pour les colorants d'ailleurs. Ouais. Donc on a passé les carlos. Les carlos, c'est comme le danette. Ouais, pareil. Bon. Et donc les enfants adorent ce mardi parce qu'en fait il y a un super dessert. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav est assis dans la même table de 6 personnes. Qu'est-ce qu'il fait avant que l'enfant descende
descendre dans le réfectoire, lui il passe le Rav et il lui chip sa danette. Il lui chip. Donc l'enfant arrive, tout le monde a une danette devant son assiette et son assiette, il n'y a pas de danette. Donc l'enfant arrive, il voit c'est Alors Rav, il a un problème, qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a son problème Ah bah ils ont oublié une danette, ok, on va demander. Il y a Chaim qui s'est plaint apparemment, il a dit qu'en fait vous n'avez pas mis une danette. Donc il lui greffe dans un moment de stress. La semaine d'après, il refait la même chose, même coup. Il observe Chaim arriver dans le réfectoire, qui évidemment a les yeux rivés sur sa place, et encore une fois, il n'y a pas de danette. Et il voit le visage de Chaim se décomposer, ouais. Il s'approche, et là il voit hyper énervé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es énervé? Mais dis-moi pourquoi t'es énervé? Oh là là, c'est pas possible, mais c'est une habitude, là ils ont encore oublié. Hey, là vraiment, il a dit dans ton hyper énervé, Chaim, dans ton hyper énervé, qu'il n'a pas eu sa danette. Et donc il va, il amène une danette. Bon. Il amène une deuxième pour lui rembourser celle de la semaine dernière, bref. La troisième étape qui est, alors âme sensible s'abstenir, vous pouvez maintenant dire que vous avez un rendez-vous. La date c'est la suivante, il organise exprès, artificiellement, le Rav, une sortie à la piscine. Une vraie sortie, mais en fait, il fait ça juste pour Chaim. Et contrairement à d'habitude, il demande que chacun vienne signer sur un papier « Je veux aller à la piscine ». Ouais, comme si tu devais « Je veux un éclair au chocolat ». Ouais. Je veux que tu le marques, quoi. Ouais. Tout le monde, évidemment, les élèves qui étudient, quand tu arrives à mon piscine, tu es content de pouvoir, ouf, ouais, t'es soulagé. Et chacun vient et dit oui, je veux. Tout ça, c'est juste pour Chaim. Donc Chaim arrive, le Rav fait semblant d'être dans ses affaires, dans ses courriers. Ah, Chaim, t'es là, ok, alors vas-y, qu'est-ce que je marque? Tu veux ou tu veux pas? Il dit ok, tu veux pas. Ok, tu veux pas, pas de souci. Non mais Chaim, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est totalement facultatif, tu peux rester tranquillement à étudier à la yeshiva. Non, mais t'inquiète pas, je suis pas du tout susceptible par rapport à ça, j'ai pas de problème, ouais. Et plus il m'en et au bout d'un moment il explose, Chaim, il dit L'Omachon. En hébreu ça veut dire c'est pas vrai. Chaim, tu vas dire deux mots. Lo qui est la négative et Nachon qui veut dire vrai. Deux mots, tu peux naviguer avec ça. Il feint de dire je te crois pas. Tu viens de dire deux mots. Ah, tu me crois pas? Pas de souci. Il avait camouflé un tape recorder, ouais, un MP3, je sais pas comment on appelle aujourd'hui, ouais, bref, un enregistreur, ça datait très longtemps. Il dit regarde, je t'ai enregistré. Il met sur play et il entend le Lonachon. Il dit voilà, c'est ton cadeau. Et il est éberlué. Il est éberlué, il n'y croit pas maintenant. Il a enregistré, il est obligé d'y croire, mais il n'y croit pas. Et il va suivre l'enfant pendant toute la journée qui suit, enfin l'après-midi et la soirée qui suit. Il va voir que l'enfant va se mettre dans ses couvertures, sous sa couette, dans sa chambre. Il se camoufle sous sa couette et en continu, il s'écoute. Lonachon, 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 Lonachon. Et ça se passe à 8h du soir, à 9h, à 10h, à 3h du matin, à 4h. Il passe la nuit à s'écouter. Et Rav Yakon nous explique qu'en fait, il a subi un tel trauma, on a compris c'est quoi le trauma, qu'il n'a pas eu les mots, et personne ne peut les mettre, les mots à cet âge-là, à 8 ans, et même la personne s'il se fait traiter ensuite, à l'âge de 20 ans, chez un bon psychanalyste, ça va être hyper compliqué de le faire revivre, ce drame, pour qu'il puisse y mettre des mots maintenant qu'il est beaucoup plus adulte. Donc c'est parti extrêmement complexe, et en fait, ce qu'il explique à Jacobson, c'est qu'en fait, le bonhomme était tellement sans voix, c'est-à-dire dire sans voix, qu'il était persuadé qu'en fait, il ne peut pas parler. Et il s'est greffé cette image de lui dans une incapacité de parler, et donc il se dit, je ne pourrai jamais parler, donc il ne parle pas. Il obéit encore une fois à l'image qu'il a de lui. Le Rav Yakobson, de façon extrêmement balèze, a décidé de prendre une image et l'obliger, la greffer, si vous ne voulez pas l'obliger, mais la greffer à lui. C'est-à-dire, il distille des images de lui en train de parler non-stop. Ça fait des mois en fait qu'on dit que Chaim dit, Chaim parle, Chaim a dit que... Et donc petit à petit, le terrain est jouable jusqu'au moment où il provoque une réaction explosive de l'enfant, voilà, en faisant l'imbécile. Et donc l'enfant va dire l'onachon, et donc là il a réussi à lui faire sortir ces deux premiers mots, depuis son trauma. L'enfant va évoluer, va rester finalement, donc la psychologue va plus le prendre, il va rester là-bas, il va s'épanouir là-bas, et puis un jour à 18 ans, donc il dit voilà, j'ai bien étudié la Torah, j'ai envie de trouver un métier. Il dit pas de souci, ouais, aucun souci.
quel métier tu as envie? Il dit j'aimerais devenir professeur, enseignant. Alors maintenant, juste pour vous dire que il a été, c'est-à-dire il a réussi petit à petit au fil du temps à se mettre à parler, mais à vrai dire avec un plus que léger bégaiement. On peut pas gommer les traumatismes, quoi. On peut éventuellement essayer de les gérer, mais pas plus que ça, Ouais. En tout cas, un léger bégaiement. Maintenant, pour un ancien muet devenir enseignant, il doit quand même avoir un minimum de tchatch. Ouais, un minimum de tchatch, c'est ambitieux. Le rêve aurait pu lui dire dans l'Est béton, c'est pas pour toi. Va plutôt faire, je sais pas, bûcheron ou plombier, ou je sais pas, ouais, il y a des trucs. Il dit, tu sais quoi, c'est taillé pour toi, c'est taillé sur mesure pour toi. Ouais, taillé sur mesure. Il lui dit, par contre, il faut que tu apprennes la parole, la prise de parole en public. Comment je fais? Pas de souci. Je vais te laisser une salle dans l'institut. Tu vas là-bas, tu te mets devant un stander, donc ce pupitre, et t'imagines qu'il y a 2 personnes devant toi, tu leur fais un cours. Tu leur apprends, t'as laisse. Ouais. Tu fais ça pendant une semaine, 1 heure par jour. Tu fais un cours. Puis après, t'imagines qu'il y a devant toi 4 personnes. Puis après, tu vas faire 8 personnes. Et après tu fais 25 personnes. Et tu te figures les personnes. La question de Moshe, la remarque de Réhouven, et Mandy, il est dissipé, ouais, bref. Et plus tu vas t'imaginer en train de le faire, plus tu seras capable de le faire, et c'est devenu un super prof. Ouais. Voilà un petit peu l'expérience qu'il a eue avec Hobson pour montrer comment tout dépend de l'image qu'on fait. Alors, comment on fait dans la vie pour avoir cette image positive de nous? La première des choses qui est extrêmement importante, déjà nous vis-à-vis des autres, pour leur permettre de pouvoir éclore leur concept de eux, se marquer ce grand principe de Rebecca Hobson, c'est que lorsqu'on voit quelque chose de bien chez l'autre, alors c'est aussi bien chez les enfants que chez le conjoint, que chez toutes les personnes qui sont autour de nous. Ouais. Alors, on opère toujours ce qu'on appelle une stigmatisation positive de l'acte. Pardon, lorsqu'il y a quelque chose de positif, excusez-moi, on va dire à la personne que tu es gentil, tu es adorable, tu es patient, tu as un zen incroyable. Donc dès que je vois quelque chose de positif, j'appuie sur la dimension être. Quand je vois quelque chose de négatif, je dis pas à l'enfant, t'es un paresseux, t'es pas fiable, ou la personne, ou je peux pas compter sur toi. Ouais, jamais je touche à son être. Je vais dire, bien, la chambre, dans l'état où tu l'as laissée, c'est pas digne de toi. Je fais une déconnexion entre l'acte négatif et la personne en disant que c'est pas lui. Alors que cette dichotomie est une dichotomie qui est artificielle, parce que BMF, les souillons ont des chambres catastrophiques. Ouais. Et donc, c'est comme ça. Les trucs qui sont rangés, ils ne sont pas rangés. Ouais. Maintenant, si je veux espérer avoir un minimum de rangement, il faut que je fasse croire à l'enfant ou à la personne qu'il a cette capacité. C'est un grand principe, je répète des centaines de fois le avec ça dans des millions d'exemples. Et on va... alors, je donne un exemple par exemple de cette image qui est intéressante. C'était l'histoire donc d'une jeune fille donc, qui a voulu faire une super surprise à sa maman le jour de son anniversaire, de lui faire toute la maison. C'est qu'au moins elle va au boulot, elle revient, elle n'aura pas en plus la maison à faire, c'est son anniversaire. Donc un très joli sentiment d'une fille. Seulement, la fille vivait donc dans un foyer où sa maman donc, était une femme extrêmement scrupuleuse sur l'ordre. Ce type de personnes qui vont, je connais un, après une fiançaille à la maison, ou bien un aîné à la maison, vont tout remettre mais d'équerre. Mais non seulement vont faire toutes les vaisselles, mais tout d'équerre, tout fantastique, excusez-moi, mais jusqu'à 3h du matin, aller essuyer les gouttes de l'évier. Ouais. C'est un truc de... C'est-à-dire que tu reviens le lendemain, il y avait la fiesta, les trucs, les cotillons, hein, le lendemain, tu as l'impression que c'est un appartement Airbnb. C'est pas possible, quoi. C'est bon. Donc il y a des gens comme ça, maniaques de l'ordre, ouais. Non, la fille, elle n'est pas sortie comme ça. Et à chaque fois que sa mère lui demandait de faire quelque chose, ah mais c'est pas comme ça, mais tu arriveras pas. Et le lit à 4 épingles, c'est pas à 3 épingles. Hein. Désolé, à 4 épingles, ouais, je veux pas. Là, c'est pas comme ça, c'est pas comme il faut. Et tu n'y arriveras jamais. Si tu fais pas les choses comme il faut, tu n'y arriveras jamais. Donc c'est sans arrêt. Cette stigmatisation négative, tu n'y arriveras jamais. Bon, la fille a une super idée, elle veut faire les chambres, et puis d'un coup elle se retrouve devant chaque chambre des enfants, les collants par terre, les trucs par terre, la trousse, voilà. Bon, je vais pas faire les trucs des enfants, je vais aller que les parties communes. Elle arrive dans le salon,
Sinon, il reste encore le télé 7 jours qui est par terre, le truc de pizza de la veille, bref, bon, pas possible. La cuisine, bon, la cuisine, pas la cuisine, je veux dire, les toilettes, bon, c'est un peu crade, je pense pas que j'y arriverai, ça me dégoûte, ouais. La salle de bain, bah, c'est un peu comme les toilettes, donc c'est pareil, ouais. Bref, elle dit, bon, ok, c'est pas grave, je fais la cuisine. Quand même pas mal. La mère, elle s'attend d'avoir une cuisine défoncée quand elle rentre, elle a une cuisine monsieur propre, ouais. Elle arrive, elle voit malheureusement que c'est des religieux, quoi, deux vaisselles, une vaisselle de lait, une vaisselle de viande. Ouais, comme ça, accumulé, ouais, il n'y a pas eu le temps la veille de tout faire. Et donc, elle voit ça, elle dit, j'y arriverai jamais. Et au bout du compte, elle a rien fait. Pas de cadeau d'anniversaire, ouais. Rien du tout. Donc il dit, c'est pas qu'elle était, elle a pas triché. C'est qu'en fait, elle avait tellement ancré à l'intérieur d'elle, tu n'y arriveras jamais, que de là, tu n'y arrives jamais. Ouais. Ouais. Ça c'est vraiment le point essentiel. Alors, je vous avais dit comment, dans la vie, on construit ce concept de soi positif. Je vous ai marqué ici en bas le conseil de Rav Israël Salanter. Je suis obligé de sauter parce que je ne peux pas tout vous faire. Conseil de Rav Israël Salanter, je vous donne vraiment l'essentiel. Lui, donc, c'était un très grand maître qui a parfaitement connu le fonctionnement du Ben Adam. Il a celui qui a créé le mouvement du Moussar. Tous les grands maîtres comme Rav Wolbe se réclament de lui, de son école. Il dit qu'en fait, tout individu est censé mettre sur une feuille, coucher sur une feuille, un cercle. C'est un cercle. À l'intérieur de ce cercle, tu vas placer toutes les qualités, les talents, les zones de génialité que tu as et que tout le monde te reconnaît. Mais tu peux y avoir des choses que personne ne connaît, mais qui sont évidentes. Et j'ai fait exprès de vous marquer ici parce que dans tous les entretiens d'embauche, c'est une question classique. Dites-moi, c'est quoi vos 3 qualités? On est formé là-dessus, donc on sait répondre. Mais en général, les gens sont un peu quoi quand ils s'attendent pas à ça en entretien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, je suis travailleur, mais nous on est capable de dire je suis travailleur, ou bien je suis je suis très généreux, mais j'oserais pas le dire parce que je suis tellement flemmard que. Mais quel rapport? Tu peux être généreux et flemmard, c'est 2 choses qui sont disjointes. Mais nous on a appris quelque part à ne pas se vanter, ne pas être orgueilleux, c'est bête. Ouais. Et donc du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, ah ouais, t'as cette qualité, mais d'un autre côté, va voir ta chambre. Va voir ta chambre. Ah ok, donc mon côté poétique, il ne sert à rien. Parce qu'il serait compensé par mes défauts. Et c'est une grave erreur. Donc en fait, tu as des talents qui n'ont pas pu éclore. Tu as pu te faire massacrer par un professeur, un maître d'école, une maîtresse d'école, ça arrive. Des enfants qui ont vraiment qui ont été vraiment abîmés par des professeurs sans s'en rendre compte. Mais c'est une catastrophe. Il faut aller les pendre, ouais. Faut aller faire Moi j'ai sorti un enfant de CM2 comme ça, de CM1, on a carrément déménagé parce qu'il est en train de se faire massacrer par un professeur. Mais alors que, et je m'en rappelle qu'on est allé voir la directrice. Et évidemment, alors c'est une école dans laquelle les gens ils avaient honte de pas. Enfin, c'était un petit peu en mode on rentre à 4 pattes. Nous on n'est pas comme ça. Enfin, on n'est pas du genre. Donc on était voir, on a convoqué la directrice et elle a convoqué le professeur. On a tout compris ce jour-là, ouais. Et il dit ouais, cet enfant il suit pas, truc et tout. Et le professeur dit je pense qu'il faudrait qu'il aille dans une école, on appelle ça Chino Miyuchad. En Israël, c'est ce qu'on appelle des écoles pour que Dieu préserve, pour les trisomiques. Alors, la directrice elle était hyper gênée, tu vois. Et ma femme elle a entendu ça. Elle lui a hurlé. Je laisserai pas mon enfant une semaine. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé au Rincy. Et je me rappelle, il est arrivé en CM2, moi, c'est vraiment aucun rapport, c'est juste qu'il était. C'est un garçon qui est un peu rêveur, c'est tout. Il a fait une super scolarité, des super bacs et tout ça, vraiment. Mais le bonhomme, il était capable de donner un diagnostic, c'est un enfant qui est exactement comme un enfant qui est atrophié au niveau intellectuel. C'est fou, quoi, c'est une catastrophe. Hein. Et on l'a sauvé, un bémet, parce qu'il commençait. Ma femme a essayé de négocier en disant bon, il vient que pour le Chol, pas pour le Kodesh. Tellement c'était un prof de Kodesh, hein, je parle. Hein. Donc c'est encore plus grave, parce qu'en fait, du coup, le rapport à la spiritualité, il est complètement foutu. T'as un prof de maths comme ça, au pire des cas, t'es bidon en maths. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, ouais. Enfin, je préfère être bidon en maths que être bidon en spiritualité, dans la vie, ouais. Mais si t'es un prof de Kodesh, alors t'es foutu, quoi. C'est hyper dangereux. Bref. Donc, en fait, tout ça, c'est dépend de l'image. Alors, il te dit, donc, le Rav Jacobson, qui est fondamental juste avant, ouais. Ça veut dire, je veux dire, on stigmatise toujours de façon positive un trait de caractère, enfin, quelque chose qui est bien. Quelqu'un a été généreux, tu lui dis, qu'est-ce que t'es généreux? Tu ne dis pas bravo pour ce que tu as fait, non. Tu es fondamentalement généreux. Maintenant, la personne a fait quelque chose de pas bien,
Tu lui dis, mais cet acte ne correspond pas. Alors, le Rav Israël dit, voilà, comme ça. Tu prends ce cercle, tu couches dedans toutes les qualités. Je vais marquer des termes, ouais. Talent, don, empathie, introverti, ordonné, poète, fidèle. Fidèle, ça veut dire, on te donne un secret, tu le gardes. Il y a des gens pour qui ça sortira pas du département. Ouais, c'est dangereux. T'es plutôt un télo, plutôt émotionnel, plutôt sportif, mélomane, type d'amis. T'as un sens de l'humour incroyable. Ouais, genre Gad Elmaleh, ouais. Il est doué ce bonhomme, ouais. C'est pas le cours Florian qui lui a donné ça, c'est autre chose. C'est un bonhomme qui est doué. Maintenant, ça, il doit marquer un sens de l'humour. Alors tu vas me dire, bah, tu vas pas intégrer Polytechnique avec le sens de l'humour, c'est vrai, je suis d'accord. Mais Rav Wolbe, il te dit, le sens de l'humour est une clé fondamentale pour réussir son couple. Alors c'est pas pour raconter des blagues, c'est pas raconter des blagues, mais parce que la vie est tellement faite de haut et de bas, que dans les bas, il faut être capable d'avoir un petit recul. Le recul te donne par le sens de l'humour, parce que le sens de l'humour, c'est toujours un recadrage. Ouais, c'est un recadrage. C'est essayer de prendre les choses avec un second degré. Et donc ça te permet d'amortir les chocs. Ça, c'est donc ça, c'est des qualités. Maintenant, une fois que j'ai réussi à coucher tout ça, et tu peux t'aider aussi de tes frères, de tes soeurs, de tes parents, de tes grands-parents. Parfois les grands-parents, vous savez, c'est pratique parce qu'en fait, on attend d'un grand-père et d'une grand-mère qu'une seule chose. D'être ce qu'on appelle des distributeurs de bonbons et de bambas. Donc en fait, un grand-père idéal, c'est un grand-père qui a suffisamment, et de grand-mère qui a suffisamment d'argent pour pas acheter des bonbons et des bambas. Je pense que tout le monde coche la case. Ouais, ça, un grand-père idéal, c'est ça. Parce qu'ils sont là, ils aiment les petits-enfants, ils n'ont pas à les éduquer, donc c'est cool. Et donc, a priori, ils sont capables de voir chez nos enfants tout ce qu'il y a de bien. Mais nous, on est tellement phagocytés par le trait de caractère qui me prend la tête, je sais, par exemple, la flemme. C'est un truc, ça met les nerfs, moi. Donc je vois que ça. Et tu sais quoi, t'es peut-être passé à côté de la personne qui a un talent poétique incroyable. Ouais, mais la flemme, parce que la maison doit tourner. C'est dommage. Ouais. Alors, je dis pas que c'est Baudelaire, ouais, mais t'as peut-être quelqu'un qui pourrait développer et déployer ce monde imaginaire incroyable. C'est extraordinaire, ouais. Faut pas passer à côté. Alors la flemme, ça peut se gérer ou pas, peu importe, mais c'est pas que, on peut pas résumer une personne à son défaut majeur, ça n'existe pas. Donc ça c'est le point. Alors il te dit, à l'intérieur tu mets les qualités, à l'extérieur tu mets, attention, pas de défaut. On pense jamais aux défauts parce qu'on croit qu'on compense. Tu mets les qualités que t'as pas. Je suis une grosse barre, je suis égoïste, et ben je mets la générosité. Et je m'occupe pas pour l'instant de ça, je vais déjà essayer de tirer la quintessence de tout ce qui est génial chez moi. Et quand je mets ça en place, une fois que j'ai fait ça, deuxième étape, tu te dis que tu es chef d'entreprise et que tu veux recruter une personne, tu as demandé son CV, et ce CV c'est celui que tu as toi-même marqué. Et tu vas recevoir une personne qui postule pour être manager et qui est, je sais pas moi, courageux, qui est fidèle, qui est ingénieux, qui est mélomane, qui est ici, qui est là, tu dis waouh! Mais c'est le profil génial du manager que j'attends. Il est sérieux en plus, ce truc, il a pas la flemme et tout. Puis après t'arrêtes, tu dis non, je suis pas manager, je suis pas chef de projet, chef d'entreprise, pardon. En fait, compte, ce CV c'est le mien. Et là d'un coup, tu as une joie de découvrir qui tu es vraiment. Tu as découvert ton CV, pas au niveau des expériences professionnelles, mais tu as découvert la boîte à outils qu'Hachem t'a confiée. Et c'est un panel de plein de choses fantastiques. Et quand tu as pris conscience de ça, alors a priori, il faut que tu avances en disant voilà, je vais essayer de voir comment avec cette qualité de générosité, je peux être quelqu'un de plus, d'exploiter plus cette qualité. Et je ne pense pas à ma flemme. Et je vais penser à ce courage, je vais essayer de voir dans quelle mesure je suis quelqu'un de plus courageux. Enfin, je vais développer cette dimension du courage. Ça veut dire que je vais essayer de magnifier cette chose. Ça c'est, on doit faire a priori. Dernière chose, au cas où une personne aurait déjà un concept atrophié. Alors le Shla Kadosh, un maître du XVIe siècle, dit en fait qu'une des recettes pour essayer de sortir de cette vision négative de moi-même que tout le monde peut avoir eu dans sa vie. Alors le conseil qu'il donne, qui est génial, le Shla Kadosh, il dit que au moment où tu commences à t'assoupir le soir, donc après la vérification des mails, et WhatsApp, et Facebook, et Insta, là, et à un moment où tu commences à avoir les yeux qui tu vas bientôt faire ton chemin pour dormir. Alors, juste avant ça, au moment où tu commences à lâcher prise, alors tu réfléchis à 3 qualités qui te sont propres. Et tu dis, voilà, j'ai telle qualité, telle qualité, telle qualité, demain je vais défoncer ma journée, je vais la défoncer. J'ai fait ça 21 fois, 3 semaines. Ouais. Tu vas que la vie elle change. Au nom de ces 3 qualités. Maintenant, pourquoi c'est important ce moment et pas à midi, hein, on va faire une pause midi, ouais, non. Parce qu'en fait, quand tu commences à lâcher prise au niveau du sommeil,
tu n'auras pas le réflexe. Ouais, mais j'ai la flemme. Tu auras la flemme d'actionner la conscience de tes défauts. C'est pratique, parce que tu n'as plus de force. Donc, tu peux réfléchir à tes qualités et tu n'auras pas, si tu veux, le oui, mais. Donc, il n'y a que qualité. Et au nom de ça, tu vas développer, tu vas te déployer. Ça, c'est un des conseils qui est donné. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et c'est ça le point qui était névralgique chez Rabbi Akiva et dans tous les couples. Dans tous les couples, on finit par regarder que les défauts de son conjoint. Et en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'un défaut, a priori, c'est extrêmement dur de le déraciner. Donc ne crois pas que tu peux te marier à condition que. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer de permettre à l'autre de déployer ses qualités. Il dit, oh, t'es génial, et tu fais ça, et c'est super, c'est incroyable, cette ténacité, ouais. Qui fait que plus la personne déploie et développe ses qualités en question, plus ensuite il pourra petit à petit gravir les échelons qu'il n'a pas encore. Ça, c'est le vrai principe du bon compagnonnage, du bon ami, du bon conjoint, du bon papa, la bonne maman, du bon frère. C'est ça en fait, c'est là-dessus que ça se joue et c'est absolument crucial. On s'arrête là. Zach.